Nous avions organisé une manifestation de soutien aux cheminots grévistes que les forces dites de l'ordre réprimaient avec une violence relevant de la férocité, tant elles mettaient d'acharnement et de plaisir à frapper, à blesser, à piétiner nos amis jetés à terre. Nous disposions de quelques véhicules du genre fourgon que nous avions le projet d'éventuellement interposer entre nous et nos ennemis. Un policier força la porte arrière de l'un d'eux et y pénétra. Mais nos 4 camarades, qui veillaient là en attendant d'entrer dans la bagarre, le maîtrisèrent et l'assommèrent. Nous ne pouvions prévoir que le conducteur démarrerait là-dessus, réussirait à se dégager et ferait soudain du policier assommé notre prisonnier. Nous disposions depuis longtemps d'un lieu à l'écart, une maison isolée. Le fourgon se rendit là sans que soit remarqué l'enlèvement. Nous n'avons été mis au courant qu'assez tard dans la soirée, tout étant prévu pour qu'aucun message ne permette de repérer notre refuge. Nous avons très vite réuni les responsables de notre groupe, 4 personnes, et décidé de garder le prisonnier afin de mesurer les réactions de la police. Nous avons décidé que le prisonnier serait gardé dans la cave, et l'avons fait savoir à nos camarades. Nous hésitions à le traiter comme un otage, et d'ailleurs, en vue de quelle négociation? Car négocie-t-on avec l'ordre? Nous, c'est-à-dire nous 4, les seuls au courant avec nos camarades du fourgon. Nous voilà très brutalement dotés d'un pouvoir que nous n'avions ni prévu, ni recherché, ni même imaginé, celui de disposer du sort d'un homme. Nous n'avions par conséquent pas d'autre choix que de relâcher discrètement le prisonnier ou de le garder. Nous penchions toutes pour la seconde option. Pourquoi ce prisonnier capturer sans intention préalable? Et pourquoi le garder? Nous sommes toutes les 4 convenus qu'il n'y avait aucune chance d'en faire un moyen de chantage ou d'échange. Pourquoi garder ce prisonnier, le garder dans notre cave? L'occasion est inattendue. Elle restera unique, il faut la saisir. Nous sentions toutes que c'est unique, c'est inattendu, cette saisie allait nous mettre dans l'obligation de réussir un acte exceptionnel qui nous engagerait tout ensemble et à jamais. Nous vivions sans y penser la cérémonie. Sacrifice. Nous avons mis fin à la séance après avoir décidé que nous 4 irions voir notre prisonnier dès le soir suivant. Nous avons regagné nos domiciles sans ressentir la moindre menace et n'avons pas eu le lendemain le temps d'une inquiétude quand une équipe de policiers en civil a occupé brutalement nos locaux et entrepris une fouille générale. Nous n'étions que 2 au moment de cette intrusion aussi calme qu'autoritaire. Nous savions que nos 3 pièces ne contenaient que les archives du journal, des notes, des brouillons, des correspondances et de vieux numéros. Nous regardions faire les fouilleurs avec détachement quand l'un d'eux crut bon de nous préciser « Nous ne comptons que sur le hasard. Lui seul est capable de faire tomber les masques. » Nous n'avions pas d'autre choix que de continuer notre observation silencieuse qui, sans doute, se prolongea 2 bonnes heures et se termina par la remise d'un certificat de fouille et de saisie destiné, nous fut-il indiqué, à récupérer éventuellement nos documents après analyse. Nous avons souri à l'idée que parmi ces documents devait figurer notre engagement le plus révolutionnaire. Celui, non pas de faire la révolution, mais de l'épuiser à jamais, pour en détruire toutes les illusions. Nous avions subi déjà d'autres fouilles et compris qu'elles étaient destinées seulement à nous intimider. Il devait en aller de même de celle-ci, car notre mouvement et surtout notre journal agaçait la domination. Nous arrivons à la nuit tombée. Garons au plus vite la voiture sous une tonnelle prévue à cet effet et sommes accueillis par 3 des 4 qui vivent ici, l'autre tenant pour le moment le rôle du gardien. Nous avons hâte de voir le garder, mais retardons cette rencontre pour entendre qu'il va bien, ne s'agite pas et de toute façon ne saurait attirer l'attention vu l'épaisseur des murs de la cave. Nous entrons tour à tour dans ce réduit d'observation. Le prisonnier nous regarde sans bouger.
assis sur son lit, affichant l'indifférence. La cave est vaste et vide. Nous avons prévu de simuler un tribunal. Nous ne connaissons pas votre identité. Nous songeons à vous tuer à coups de bâton, afin de vous donner une mort conforme à vos méthodes. Nous n'avons pas le temps d'ajuster ce propos. Le prisonnier a déjà bondi sur celle qui vient de parler. Il l'étrangle. Nous voyons notre quatrième blêmir, halter, s'effondrer devant son assaillant avant que nous puissions saisir ses bras, le frapper au visage, à la poitrine, au ventre. Nous le sentons prêt à tout pour échapper à la captivité qu'il supporte depuis 4 jours. Nous sommes dans une mêlée qui n'a pas d'autre sens et d'autre issue que la violence. Elle nous soulève et bientôt nous aveugle parce que notre adversaire sait se battre. Il frappe et n'a plus rien à perdre. Nous comprenons que la situation est désespérée quand le prisonnier arrache et brandit l'un des montants de son lit dont il a sûrement prévu de se faire une massue. Nous regardons tournoyer la chose qui va nous casser la nuque ou nous écraser le visage quand surviennent 2 camarades dont les barres de fer font voler la massue puis cognent la tête. Nous ne mesurons maintenant plus rien tandis que les mains empoignent, serrent, enfoncent, déchirent et que les pieds écrasent et que la viande adverse brusquement s'amollit. Nous ne connaîtrons jamais la durée du combat, tant en furent démesurées les minutes. Nous sommes debout, essoufflés, en sueur et sales, toujours sur nos gardes alors que l'adversaire ne bouge plus, couché, sanglant, tête éclatée, à côté de l'étranglée qui, elle, se relève lentement. Nous voyons l'un des nôtres brandir sa barre de fer pour en donner un inutile dernier coup. Nous reprenons conscience quand un son assourdi monte du cadavre. Nous regardons un instant l'horreur commise et elle nous calme. Nous déposons le cadavre sur son lit. Puis, ceux qui résident ici vont explorer le jardin pour décider où creuser et cacher la tombe. Nous n'avons pas de quoi être fiers à 6 contre 1. Ah non, 5. Nous aurions pu le pendre ou le crucifier et célébrer enfin la cérémonie. Nous soulevons le lit. Nous en faisons la civière qui transportera le corps. Nous nettoyons le sang et les quelques traces. Nous allons brûler tout cela pendant que nos camarades creusent un trou dans le grand jardin, loin des voisins. Nous sommes là depuis moins d'1 heure. Nous circulons près du cadavre qui n'est plus quelqu'un. Une simple forme couverte, emballée.